Je suis effectivement sociologue, je suis consultante depuis 25 ans et je travaille essentiellement sur les sujets de la politique de la ville, de la rénovation urbaine et des politiques sociales. Donc le plus souvent sur l'aménagement du territoire, je travaille au sein d'équipes pluridisciplinaires avec des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des économistes pour des études amont qui permettent effectivement par rapport à l'espace public, d'une part de comprendre un peu le fonctionnement de ces espaces, d'observer les usages, de prendre en compte les attentes et les besoins des usagers ou des habitants, d'accompagner des dispositifs de concertation et également d'évaluer certains projets d'aménagement. Donc effectivement, l'espace public est central dans toute mission d'études qui travaillent sur, que ce soit de l'aménagement ou du réaménagement d'ailleurs de quartiers ou de secteurs urbains. Je vais m'appuyer sur quelques exemples de missions que je suis en ce moment. Harry, c'est bon. Mais, donc, je vous les présenterai au cours de mon exposé. Dans les exemples que j'ai choisi de retenir, c'est un espace majeur, une grande place à Clermont-Ferrand sur laquelle je travaille en ce moment, un quartier qui est en rénovation urbaine en PRIR, qui s'appelle le quartier des Cévennes à Montpellier, et puis un exemple d'aménagement transitoire qui a eu lieu sur la Petite Ceinture à Paris. Et en ce moment, je travaille également sur la rénovation de cités minières dans le Nord, sur un dispositif de concertation dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain à Laxou, à côté de Nancy, et sur un quartier, sur une cité à Marseille. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de dire que finalement, mon propos va effectivement s'appuyer sur tous ces exemples, mais ce qu'on peut dire, c'est que sur les 10 dernières années, l'espace public a été quand même au centre des réflexions des projets urbains. Donc, c'est un sujet effectivement aujourd'hui relativement vaste, passionnant. Moi, je vais vous présenter certains points et faire finalement une synthèse de ce que j'ai pu observer lors de mes missions. Alors, on va voir si ça marche. Donc, voilà. Le déroulé de mon exposé s'organisera de la manière suivante. D'abord, définir qu'est-ce qu'on entend par espace public. Effectivement, quels sont les enjeux sociaux des espaces publics? Quid de la question de l'usage, parce que c'est quand même un terme générique qu'on utilise énormément aujourd'hui. L'aménagement des espaces au prisme de l'appropriation. L'usager au centre de la fabrique de l'espace, quels sont les modes de concertation aujourd'hui utilisés. On s'arrêtera là et ensuite, si on a le temps, je vous ferai part d'une recherche que j'ai menée depuis 2 ans sur la ville confinée avec d'autres sociologues, avec un groupe de sociologues. On a travaillé sur la période du premier confinement pour comprendre quels étaient finalement les enjeux et les enseignements qu'on pouvait aujourd'hui tirer de cette période au vu de la fabrique de la ville. Premier point, donc, qu'est-ce qu'un espace public quelle est la définition que j'ai retenue par rapport à cet exposé de cet après-midi? J'ai retenu la définition suivante, qui est une synthèse de différentes approches, qui est la suivante. L'espace public est un espace non bâti, accessible à tous, où il est possible d'entrer en contact visuel ou physique avec autrui. Donc, j'ai pris des espaces ouverts. Il y a effectivement des espaces publics qui peuvent être fermés, mais qui demandent à ce moment-là des modes de gestion et des règlements différents. Mais ce qui est important à retenir dans cette définition, c'est d'une part, effectivement, l'espace public est un lieu qui permet le rapport à l'autre, c'est-à-dire l'altérité et la reconnaissance de l'autre. C'est un bien commun, accessible à tous, qui est partagé, qui est sans droit exclusif. Et d'autre part, sur le plan physique et urbain, l'espace public, c'est ce qui fait lien entre les différents secteurs d'un espace urbain, de la ville. Donc, c'est une infrastructure de base. La deuxième chose importante, c'est la question de la domanialité. C'est-à-dire que finalement, on se rend compte qu'on a des espaces publics qui ne sont pas toujours des espaces publics au sens juridique du terme. Par exemple, une galerie marchande, qu'elle soit ouverte ou fermée,
est considéré comme un espace public, mais est un espace privé. Une gare est un espace considéré comme public, mais est un espace privé. C'est-à-dire qu'il y a une déconnexion entre la domanialité, c'est-à-dire la propriété du foncier, et l'usage de cet espace, dans la mesure où l'usage est ouvert à tous. C'est un usage effectivement qu'on estime public, qui peut se dérouler effectivement sur un espace qui appartient à un privé. Donc, il n'y a pas toujours de corrélation entre l'usage et la propriété foncière. C'est pour ça que l'on parle d'un espace public, c'est un espace ouvert au public. Quelques repères historiques pour effectivement resituer finalement l'espace public d'aujourd'hui dans l'histoire urbaine. L'espace public, le point de départ, la mythologie de l'espace public, finalement, c'est l'agora. C'est la place publique dans la cité athénienne, qui était à la fois le lieu de politique, commercial, religieux, public, où effectivement se gérait la vie de la cité. Au Moyen-Âge, la rue est l'espace de vie pour tous, avec des conflits assez virulents. Au moment de la Renaissance, il y a un repli sur les cours des hôtels particuliers qui sont des espaces finalement de vie semi-publics. Au XIXe siècle, on a un renouvellement de l'espace public avec la construction d'avenues, de parcs, de squares, de jardins. C'est un peu l'émergence de l'espace public moderne, tel qu'on peut le connaître encore aujourd'hui en termes d'infrastructures. Dans les années 50-60, on a de fait la prédominance de la voiture qui envahit l'espace public, qui est extrêmement présente et qui donc contraint cet espace. Dans les années 60-70, on a un mouvement moderniste qui dissocie les fonctions urbaines et qui, de fait, arrive à ce qu'on connaît encore aujourd'hui comme l'urbanisme de Dahl, la construction des quartiers d'habitat social qui ont été construits sur de vastes étendues d'espaces verts. Il est important de noter que le terme espace public, finalement, est assez récent puisqu'il apparaît en 1977 au moment de la création du Fonds d'aménagement urbain et du groupe HBS. Et puis, depuis une trentaine d'années, depuis les années 90, on voit bien que les collectivités locales, effectivement, sont à la reconquête de ces espaces publics. On peut citer les premières grandes reconquêtes, par exemple, qui ont été celles des quais dans les grandes villes, qui ont été des espaces qui ont été reconquis, qui ont été redonnés aux piétons, arrachés à la voiture ou à des fonctions industrielles anciennes, pour effectivement constituer de nouveaux espaces de vie. On a de fait trois grands types d'espaces publics. Enfin, c'est la typologie que j'ai retenue pour essayer de classifier ces espaces. J'ai retenu donc les espaces de centralité, qui sont des espaces qui se dessinent à l'échelle de la ville, voire de l'agglomération, ou même plus largement à l'échelle d'un département ou d'une région, et qui sont des espaces majeurs, des espaces emblématiques de référence dans lesquels on va se rendre de temps en temps, qui peuvent avoir une vocation touristique et qui génèrent une grande diversité d'usages. On a des espaces de proximité. Les espaces de proximité, ce sont des espaces qui font partie finalement de notre quotidien et qui impliquent des sociabilités plus proches, donc de voisinage. Elles participent à la vie d'un quartier. Et puis aujourd'hui, on a les espaces de mobilité, dans la mesure où il y a tellement de reconfiguration de ces espaces de mobilité qu'il me semble qu'aujourd'hui, en tant que tel, ils constituent une catégorie de l'espace public. Donc, on a ces espaces d'interface entre l'espace privé et l'espace public, qui vont être les espaces qui sont des espaces qui se situent finalement entre l'espace domestique, l'espace du logement et le grand espace public. Donc, on va avoir le parvis, la rue résidentielle, le bas d'immeuble éventuellement, mais on verra aussi quand même que les espaces résidentiels sont considérés comme des espaces privés et relèvent donc d'autres modes de gestion.
les espaces publics de proximité dont je parlais, la place de quartier, les espaces de jeu, tous ces espaces qui finalement étendent l'espace domestique et font partie de l'habitat. Les espaces publics de services urbains, comme la rue active, le parc, les espaces dont on se sert relativement fréquemment et qui font partie de la vie quotidienne, et puis des espaces publics majeurs d'intérêt régional, plutôt à vocation touristique. Ce qui est important pour moi, c'est que quand je dois considérer un espace public, finalement, ce que je me dis, c'est que l'espace public est un espace situé. Et donc, situé, c'est-à-dire contextualisé. Comment on doit finalement définir quelles caractéristiques on prend en compte pour comprendre cet espace public? C'est à la fois son histoire, la mémoire des lieux, la symbolique des lieux que vont nous raconter les usagers, les riverains, qu'est-ce qu'ils vont avoir à nous dire sur cet espace. Quelle est son échelle, sa localisation, son contexte urbain? Quelle est sa vocation et son aménagement? Sa fréquentation? Quels sont les groupes sociaux qui le fréquentent, qui interagissent? Quelles sont les relations entre ces différents groupes sociaux? Quelles sont les temporalités de cet espace? Comment il vit tout au long des saisons, des semaines, des journées? Quels sont les usages qui sont développés sur cet espace? Quelle est l'offre d'activité et quels sont les modes de gestion, voire de régulation? C'est l'ensemble de ces caractéristiques, finalement, qui nous permet, en tout cas, de définir et de comprendre le fonctionnement d'un espace public. Les enjeux sociaux d'un espace public. Qu'est-ce qu'on entend par les enjeux sociaux? En fait, l'espace soutient l'existence sociale. C'est Michel Lusseau, géographe, qui écrit ça. C'est-à-dire que finalement, l'individu se construit grâce à l'ensemble des relations qu'il peut entretenir depuis sa famille jusqu'à l'inconnu qu'il va rencontrer en ville s'il est en ville. Et selon les différents types d'espaces fréquentés, on va avoir effectivement des modes de socialisation, des modes de construction individuelle et collective différents. Ce qui est important par rapport à ça, c'est de se dire que finalement, l'espace public est le domaine à la fois de l'autre tout en étant le mien. Donc, c'est un espace de partage sur lequel je n'ai aucun pouvoir. Et donc, c'est dans ce partage que je vais pouvoir construire ma sociabilité, voire ma trajectoire personnelle. L'espace public fonde à la fois l'urbanité. Qu'est-ce qu'on appelle l'urbanité? L'urbanité, ce sont les codes de relations sociales liés à l'espace urbain. C'est la façon dont on se comporte en ville les uns face aux autres. La citoyenneté, la citadinité, la reconnaissance de l'autre et plus avant la démocratie. C'est-à-dire que cet espace public, finalement, il est fondateur, effectivement, de notre vivre ensemble et de l'espace démocratique. Des degrés de socialisation divers. Parce qu'en fait, on va se dire que finalement, si on fréquente un espace public majeur comme une immense place en ville, on n'est pas forcément dans une relation directe à l'autre. Contrairement à l'espace de proximité, où on va régulièrement tous les jours, par exemple, au parc en bas de au square en bas de chez soi, au petit jardin, ne serait-ce que devant son immeuble, etc. Et chaque espace va produire des types de relations différentes. La ville, en tant que telle, produit de l'anonymat, produit un face-à-face dans lequel on ne rentre pas forcément en relation avec l'autre. L'espace public ne fédère pas forcément toujours. Il y a des moments où l'espace public va fédérer, par exemple, dans des moments de convivialité, de fête, des moments de manifestation politique, où on va pouvoir peut-être à ce moment-là rentrer en relation avec l'autre, mais en dehors de ces moments finalement ponctuels, relativement organisés, l'espace urbain
de tous les jours ne provoquent pas toujours la rencontre, mais ils provoquent toujours le face-à-face avec l'autre. Et ce face-à-face avec l'autre, c'est ce qu'on appelle aussi un mode de socialisation. Le fait de pouvoir se sentir appartenir à un collectif sans être dans une relation interpersonnelle est important dans la logique de socialisation. C'est pour ça que je dis l'espace public favorise l'intégration urbaine et sociale. Il fabrique de l'identité dans la mesure où on se sent appartenir à une ville, à un quartier, à une ville, voire à un pays, voire à une communauté. La sociabilité urbaine repose effectivement sur un minimum de confiance. Ce sont des liens faibles, mais on a besoin en ville d'être relativement en confiance pour pouvoir se déplacer, prendre un transport en commun, consommer, jouer. On verra la liste des usages et tout ce qui est possible de faire en ville aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est qu'on soit dans une confiance relative qui permet effectivement cette liberté d'appropriation et de circulation dans l'espace public. L'espace urbain, il a effectivement cette fonction de pouvoir provoquer cet effet miroir. C'est un théâtre dans lequel on va effectivement se regarder, se reconnaître et se sentir appartenir. Alors que les espaces de proximité, eux, vont pouvoir effectivement favoriser à la fois la connaissance et la reconnaissance, voire un lien social qui peut aller jusqu'à un lien de solidarité. Les espaces de proximité sont plus facilement des espaces fédérateurs et des espaces vraiment de lien social au sens où on entend le lien social comme un mouvement d'interrelation forte. Mais ce qui est important, pour moi en tout cas, c'est de se dire que chaque espace à un niveau ou un degré de socialisation différent va produire des effets sociaux différents et finalement, tous ces degrés de socialisation ensemble fondent une logique relationnelle qui est à tous les niveaux, qui est importante. On pourra revenir dessus effectivement, si ce n'est pas suffisamment clair pour vous. Je prends l'exemple, je m'arrête 2 minutes sur l'exemple de Clermont-Ferrand, sur cet espace, cette grande place sur laquelle je suis donc en train de travailler avec une équipe assez conséquente de prestataires, puisqu'il y a beaucoup de compétences dans ce groupement. Il s'agit de la place de Lille, qui est une place qui se situe à l'entrée de la ville historique de Clermont-Ferrand et qui, de fait, effectivement, aujourd'hui est une immense place, extrêmement parcourue, extrêmement traversée, extrêmement fréquentée, mais qui n'est pas en soi un espace de vie, a priori. Donc, on m'a demandé, en tant que sociologue au sein du groupement, d'essayer de comprendre quel était le fonctionnement social de cette place. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à observer, à rencontrer les gens, à la fois les gens qui transitaient sur cette place et les riverains et les gestionnaires, pour comprendre qu'aujourd'hui, finalement, cette place, premièrement, elle s'articulait avec les autres places de la ville de Clermont-Ferrand. Et de fait, c'est finalement la seule place sur laquelle il n'y a pas de commerce immédiat. Il n'y a pas de fonction marchande immédiate, il n'y a pas de terrasse de bar sur cette place, par exemple, contrairement à toutes les places autres de la ville. C'est une place essentiellement de flux, de transit, où on peut aller prendre un bus, traverser. C'est une place qui est en entrée donc, de la ville historique. Il y a énormément d'arrêts de bus, une circulation routière complètement anarchique. Mais ce qu'il y a sur cette place, en fait, ce sont les groupes sociaux qui ne se reconnaissent pas et qui ne peuvent pas fréquenter des espaces marchands qui sont présents. Donc, on a sur cette place à la fois une population plutôt marginale, une population errante, de jeunes errants,
des SDF. Et puis, on a tous les collégiens, tous les lycéens et tous les étudiants qui se situent à proximité de la place. Et on a une cohabitation très pacifique entre finalement ces deux grands groupes sociaux, cette population plutôt précaire et marginalisée, et cette population de jeunes. De fait, la question qui se pose, c'est que cette place aujourd'hui a une très mauvaise image à l'échelle de la ville, parce que finalement, les habitants ont une certaine méfiance, notamment le soir, mais même en journée, ils la trouvent hostile. Alors que les gens qui la fréquentent et les gens qui effectivement s'installent sur cette place, pour eux, c'est un havre de paix. Donc, quand on parle d'enjeux sociaux, la question dans le réaménagement, puisque le projet de la ville, c'est de pouvoir aujourd'hui réaménager pour valoriser cette place, qui a une fonction urbaine extrêmement importante, c'est de savoir comment on va pouvoir faire pour conserver finalement les groupes sociaux qui sont présents sur cette place, tout en finalement permettant à d'autres personnes de pouvoir aussi profiter de cette place en réglant finalement cette espèce de méfiance. Il n'y a pas forcément aujourd'hui de conflit d'usage, mais il y a une méfiance réciproque qui fait que ce n'est pas un espace apaisé et que dans l'objectif de valorisation, il y a aussi finalement cet objectif d'apaisement de cet espace urbain central. L'usage, qu'est-ce qu'on entend par usage? Alors, l'usage, on en parle aujourd'hui effectivement de façon extrêmement générique et de fait, puisque l'usage, on peut dire que c'est toutes les utilisations possibles qu'on va faire d'un lieu. Et aujourd'hui, l'espace public est le support d'usage de plus en plus variés, de plus en plus multiples et de plus en plus divers. On a le sentiment que finalement, on peut pratiquement, enfin en tout cas, on peut aujourd'hui faire beaucoup de choses dans l'espace public, beaucoup plus qu'avant en tout cas. Et du coup, on sent bien que finalement, à la fois la mixité de toutes ces utilisations est extrêmement importante et la cohabitation possible de toutes ces utilisations aussi est un enjeu majeur. On a donc des fonctions individuelles et des fonctions d'intérêt collectif. Les fonctions individuelles, ça va être le fait de pouvoir se promener, flâner, se balader, dormir. On peut travailler dans l'espace, on peut effectivement se relaxer, on peut jouer, on peut faire du sport, on peut travailler, on peut s'éduquer. Il y a également des fonctions plus collectives qui vont être des fonctions artistiques, des fonctions de spectacle, des fonctions de consommation. C'est des espaces de nature, ou en tout cas on recherche aujourd'hui à savoir comment on va pouvoir effectivement faire aussi des espaces en lien avec la nature. Ce sont des espaces, des supports à des manifestations ponctuelles, parfois des événements particuliers, des espaces politiques sur lesquels on va avoir des manifestations, mais ce sont aussi des espaces où il peut y avoir du débat, où il peut y avoir de l'échange. On sent que, en tout cas, ce qui est important aujourd'hui, c'est que finalement, on sent bien que, notamment avec les outils technologiques qu'on a à disposition, on pourrait imaginer passer toute sa journée de travail sur un espace public, et c'est le cas pour certains. J'ai cité l'exemple du parc de la Villette parce que c'est un des espaces à Paris aujourd'hui, c'est l'espace vert le plus vaste et le plus grand de Paris. C'est un espace ouvert jour et nuit. C'est un espace qui a été donc livré en 1987 et qui a été peut-être à Paris l'un des espaces, le premier, qui a permis cette diversité d'usage finalement. Alors, le parc de la Villette, c'est un parc très aménagé. Il y a une quantité importante à la fois d'équipements fermés, mais aussi de petits jardins organisés ouverts. Mais ceci dit, on a une liberté totale d'utilisation et d'appropriation. Et on a de fait une vraie mixité sociale aujourd'hui dans ce parc. Et en tant que premier espace de ce type à Paris, il me semblait important parce qu'il fait toujours aujourd'hui, il est toujours une référence finalement à la possibilité que
qu'une multitude d'usages puissent cohabiter dans le même espace. Ça implique une gestion extrêmement présente, extrêmement rigoureuse et une gestion double entre celle des équipements fermés et celle des espaces ouverts. Mais voilà, l'important, c'est à la fois sa conception qui a permis effectivement cette appropriation dont on va reparler ensuite, cette liberté d'appropriation, la liberté pour chacun de développer ce qu'il avait envie de développer, soit de manière individuelle, soit de manière collective, l'organisation un peu spontanée des usages, mais qui demande quand même une régulation et une gestion extrêmement forte. L'aménagement des espaces au prisme de l'appropriation. Alors, la question finalement, par rapport à ce point-là, c'est de dire qu'autrefois, auparavant, quand on aménageait des espaces, on était sur de l'aménagement d'infrastructures avec finalement un aménagement assez figé, en tout cas qui organisait les usages en amont. Aujourd'hui, on est sur une plus grande liberté avec la question de l'appropriation qui semble en tout cas émerger de façon importante. C'est-à-dire que tout ce qui est finalement, quand on livre un espace, la manière dont il va être utilisé, approprié, dont les pratiques spontanées vont pouvoir se développer dans cet espace est extrêmement important parce que ça nous permet aujourd'hui de comprendre que finalement, on peut aussi imaginer des aménagements beaucoup plus souples, beaucoup plus réversibles, plus, comment dire, moins lourds et moins définitifs. Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est qu'effectivement, on ait cette souplesse d'appropriation avec des possibles qu'on n'aurait pas pu effectivement anticiper et qui est cette liberté finalement des usagers de pouvoir s'installer et de pouvoir vivre dans ces espaces un peu comme ils le souhaitent, ce qui demande quand même beaucoup finalement de créativité, mais aussi une espèce de liberté soumise toujours effectivement à une gestion qui permet aussi quand même d'anticiper éventuellement les conflits d'usage qui sont réels. La prise en compte de tous, puisque la définition première étant un espace effectivement accessible à tous, il est important que toutes les générations, tous les groupes sociaux, tous les individus puissent effectivement fréquenter les espaces publics. Donc la question qui se pose par rapport à ça, outre les questions d'accessibilité qui sont excessivement importantes, ce sont la nature et la vocation des espaces. Est-ce qu'on va être sur des espaces polyvalents qui finalement répondent à tous ou sur des espaces particuliers qui vont répondre à certains groupes d'usagers? Je pense que ce qui est important, c'est de se dire qu'on a besoin des deux. On a besoin d'espaces où on va avoir une densité urbaine relativement forte et des espaces qui permettent aussi le repli, l'intimité, le retrait. Et donc, l'idée, c'est de dire que pour que tout le monde ait accès à l'espace public, il faut parfois concevoir des espaces dédiés, des espaces protégés qui permettent effectivement à certains groupes sociaux de pouvoir se sentir en sécurité et de pouvoir se sentir à leur place dans ces espaces. Donc, aujourd'hui, on sait que, par exemple, les enfants en ville, et ça, il y a plusieurs études qui le démontrent, la question de la place des enfants dans la ville, qui est problématique dans la mesure où il y a des questions de sécurité qui se posent, des questions d'autonomie, et que du coup, on voit bien qu'il y a un retrait des enfants, finalement, de l'espace public, ou des enfants qui sont effectivement accompagnés par des adultes sur des espaces qui leur sont dédiés. Et ces espaces sont importants, excessivement importants pour les enfants. Et sans ces espaces dédiés, finalement, on pourrait se poser la question de savoir quelle est la place des enfants dans la ville, comment ils peuvent effectivement apprendre de la ville, se déplacer dans la ville en étant en sécurité, autonome. Et donc, en fait,
il semblerait que finalement, pour que l'enfant puisse vivre en dehors de l'espace de l'espace domestique, du logement, il soit nécessaire d'avoir de fait des espaces qui soient plus, en tout cas, organisés pour les enfants. Et souvent, par exemple, on a cette question qui se pose entre petite enfance, adolescence, avec des espaces qui sont difficilement partageables. On voit bien les conflits que ça peut poser parfois, et donc avec des espaces qui sont découpés selon les tranches d'âge. Donc on peut se dire que c'est peut-être dommage par rapport à des relations intergénérationnelles qui sont de fait importantes dans dans cette logique de socialisation et d'apprentissage. Et quelquefois, il vaut mieux avoir effectivement des espaces partagés par rapport au groupe d'âge pour avoir la possibilité pour tous finalement d'avoir accès à un espace. Se pose la question en permanence des jeunes, la place des jeunes dans la ville, dans les quartiers, puisque finalement les jeunes, on ne sait jamais véritablement, à part la réponse qui est celle du City-Stade, comment on permet, on organise et on cohabite aussi avec les jeunes dans la ville, qui sont finalement on a des populations comme ça, des groupes sociaux qui sont souvent problématiques dans l'intégration, leur intégration dans l'espace public. On va avoir les jeunes, les populations errantes, les SDF, etc. La question des personnes âgées, c'est quels sont les aménagements adaptés, et on pourrait relier cette question à la question de la santé dans la ville, mais quelle est la bonne réponse pour les personnes âgées? Comment on fait pour avoir des parcours, finalement, comment les personnes âgées se déplacent sur des parcours où elles vont pouvoir faire des pauses, s'asseoir, se reposer, etc. C'est une question qui prend de l'importance, mais qui est encore quand même relativement nouvelle. Donc l'idée, c'est de pouvoir concilier finalement ces espaces où on va avoir à la fois une certaine densité urbaine, une certaine ouverture à tous, et des espaces plus, effectivement, plus focalisés sur certains groupes et sur certains usages. Des espaces protégés, c'est la question, effectivement, oui, vous l'avez dû le voir dans la conférence sur le genre, mais la question des femmes dans les quartiers, la question des jeunes filles dans la ville. Les jeunes filles sont extrêmement peu présentes dans la ville pour des questions, effectivement, à la fois d'éducation, mais aussi de sécurité, etc. Donc, elles trouvent des trajectoires, et souvent, ce sont finalement des trajectoires relativement en retrait. Et du coup, comment on peut favoriser aussi leur accès à l'espace public et à la ville. Régler les conflits d'usage, on est toujours en train à la fois, d'une part, d'anticiper ces conflits, de voir quels sont les modes de régulation possibles, comment on va favoriser la cohabitation, comment des usages ne fonctionnent pas du tout ensemble, quelquefois, quelles sont les impossibilités de cohabitation et quels sont les modes de gestion qu'on met en place face à ça. L'hospitalité des lieux, c'est comment aujourd'hui, et on le voit en fait, effectivement, on aménage des espaces de vie qui sont de plus en plus confortables, de plus en plus jolis, de plus en plus créatifs. Et ces espaces doivent répondre à tous. Et la question finalement on le voit aussi en ce moment par rapport à peut-être suite au confinement, comment les espaces de vie sont aussi des espaces sensoriels, comment on va prendre en compte le sens, la vue, le toucher, l'ouïe, etc. Tous ces, voilà, comment on va faire des espaces à la fois confortables, des espaces de nature, et comprendre que la qualité d'un espace, c'est aussi son esthétique, c'est son confort. Et cette hospitalité des lieux, elle est centrale dans l'accès et dans la qualité des espaces offerts dans une ville. La référence de Jan Gehl, c'est un architecte urbaniste suédois qui a travaillé depuis les années 70 sur la prise en compte, effectivement, des usagers dans la conception des espaces publics, et qui a eu toute une réflexion sur partir des usages pour aménager les espaces publics. La question
Alors là, je n'ai pas menti. Oui. La question de la sécurisation, de la sécurité des espaces est quand même un sujet extrêmement important. C'est une réalité et en même temps, on arrive à des aberrations qu'on connaît tous, que sont les dispositifs contre l'installation des SDF dans la ville. Et donc, de fait, dans les quartiers et dans les centres-villes, on réfléchit, quand on réfléchit à l'aménagement d'un espace, on réfléchit à la prévention situationnelle, qui est quelque chose de très important. Il y a des dispositifs qui doivent être pris en compte. La question, c'est de savoir comment on peut, malgré tout, ne pas arriver à des dispositifs aussi barbares que ce qu'on peut voir là sur les images. Et les plots, c'est la prolifération des plots dans toutes les villes et dans tous les quartiers qui ne fait qu'aujourd'hui que repousser, 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 repousser. Et du coup, on se demande comment on pourrait faire sans plot de façon différente, effectivement. Alors, je vous donne juste un exemple que j'ai vu cette semaine où dans une cité, on avait verdi, effectivement, à la demande des habitants, on avait installé des pelouses en partie sur les trottoirs, et puis ces pelouses sont devenues des espaces de stationnement parce que les espaces de stationnement étaient insuffisants. Donc, on arrive à avoir des espaces extrêmement boueux, finalement, sur lesquels on ne peut plus rien faire aujourd'hui. Donc, on est toujours en train, finalement, de négocier, de se demander comment on va pouvoir répondre à des attentes et à des demandes de riverains, d'habitants, d'usagers, tout en se disant aussi qu'il faut pouvoir protéger ces espaces de pratiques transgressives. Et donc, la question de l'utilisation de l'espace public, elle est toujours sur cette négociation permanente, à la fois usage premier, transgression, les différents groupes entre eux et les différents usages, que les différents usages soient compatibles entre eux. Vous avez arrêté votre micro apparemment, Bénédicte. Excusez-moi, c'est bon? Oui. Alors, l'usager au centre de la fabrique des espaces, les modes de concertation. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des espaces aménagés se reposent en tout cas sur un minimum de concertation. Alors, on sait bien qu'il y a effectivement des degrés divers de concertation et d'association des riverains, des habitants à la conception des espaces publics. Mais on sent bien quand même que la tendance va à une certaine démocratisation de la conception urbaine en prenant à la fois en compte les attentes et les demandes des futurs usagers ou des usagers actuels et un processus qui finalement redonne une place de citoyen à l'habitant dans la fabrique de la ville. Il s'agit effectivement, ce que je disais à l'instant, de pouvoir concilier des aspirations différentes, entre des aspirations individuelles, des aspirations collectives. Et la question qu'on se pose finalement dans ces modes de concertation, c'est au final, quand on écoute tout le monde, on a forcément des antagonismes qu'il faut pouvoir négocier et concilier. Donc l'idée, c'est de pouvoir réussir ensemble à hiérarchiser qu'est-ce qui est important dans un espace et comment on va pouvoir répondre à tous en sachant que l'espace n'est pas finalement si extensible que ça. Et aujourd'hui, on voit sur différents types de concertation qu'on voudrait répondre à tout le monde avec un espace contraint. Donc, de fait, il faut pouvoir effectivement choisir, hiérarchiser et négocier pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en avant et qu'est-ce qu'on va pouvoir aménager. D'où la question entre les espaces affectés, les espaces polyvalents et de l'espace pour tout à l'espace pour tous. Comment on choisit de morceler ou de ne pas morceler les espaces. Donc, je vous donne l'exemple des Cévennes, donc, sur lequel on a effectivement mené une concertation qui s'est déroulée en 3 temps. Il y a eu un premier temps qui était un temps de diagnostic, un temps d'observation
du quartier à la fois sur le plan social et sur le plan urbain. Ensuite, il y a eu une concertation sur un espace qui a donné lieu à un aménagement transitoire qui permet aujourd'hui de tester de nouvelles configurations et de nouveaux usages sur une avenue. Et on a mené une double concertation, à la fois sur les espaces résidentiels et sur les espaces publics. Et ce qui était intéressant dans cette concertation, dans ce travail d'accompagnement, c'était finalement d'articuler les deux niveaux, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qu'on allait intégrer dans les espaces résidentiels, alors principalement du stationnement et des aménagements d'hyper-proximité de bas d'immeubles, et qu'est-ce qui restait pour l'espace public. Et ce qu'on peut dire, c'est que finalement, cet espace public s'est défini un peu en creux par rapport à l'espace résidentiel. Et cependant, cet espace public, il doit finalement répondre à tous les besoins autres que les espaces résidentiels. Dieu sait s'ils sont nombreux. Par rapport à ça, on peut dire que d'une part, on a besoin effectivement d'un portage politique extrêmement fort et qu'au moment de la négociation et de la prise en compte véritablement de ce qui allait être instauré, institué dans l'espace public, il y a un arbitrage politique qui se fait à ce moment-là. Et comment on allait organiser finalement cet espace public. Donc, l'espace public, la synthèse de la concertation qui a contribué à mener différents groupes. À la fois, on était sur du diagnostic en marchant, sur des ateliers en salle, sur des cartes interactives. Et on a travaillé beaucoup à la fois avec des groupes de pairs et puis avec des groupes mixtes. Et on est arrivé à quelque chose qui a permis de définir un consensus, mais l'important, c'est que les habitants nous disaient, près de chez nous, on veut surtout la tranquillité et pas de bruit. On ne veut pas qu'il y ait de nuisances sonores, donc pas de jeux pour enfants, pas d'espace de sport, pas d'espace de rencontres trop quotidiens, finalement trop proches des bâtiments. Par contre, à l'intérieur de la résidence, c'est une grande résidence, on préfère avoir des espaces paysagers, un verger, des promenades, de la mobilité douce, etc., du déplacement, mais tout ce qui génère effectivement plus d'échanges, donc de bruit, sera plutôt positionné au pourtour du quartier. Donc, on est arrivé à organiser des espaces, quelques espaces pour tous, beaucoup d'espaces dédiés à certains usages, donc la plaine de jeux pour les enfants, le square petite enfance, les jardins partagés, etc. Tout ça s'est retrouvé au pourtour du quartier pour ne pas gêner finalement la qualité de vie à l'intérieur des logements. Donc, ça a été une négociation, ça a été une hiérarchisation pour comprendre comment on allait pouvoir répondre finalement à tous, mais en trouvant des localisations qui soient partagées et qui soient en tout cas acceptables pour tout le monde. La question de la concertation, finalement, c'est l'acceptabilité du projet pour tous. Et cette acceptabilité, elle est complexe à trouver. Elle est complexe à trouver, effectivement, par rapport à cette... je reviens sur cette question de négociation, mais on est vraiment sur de la négociation entre groupes générationnels, groupes sociaux et usages variés. L'exemple de ça, ce sont des images qui sont liées à cette expérience qui a été menée il y a quelques années sur la Petite Ceinture à Paris, où on était sur une phase de test pour savoir comment on allait pouvoir aménager de façon pérenne la Petite Ceinture qui était fermée jusque-là en espace public, en espace vert nouveau. Et donc, pendant 6 mois, il y a eu différentes animations et différents projets qui ont été développés sur la Petite Ceinture pour pouvoir ensuite organiser l'aménagement au long cours. Donc, moi, j'ai évalué cette phase d'expérimentation qui était extrêmement florissante, réjouissante, créative, parce que de fait, il y a eu une participation importante de tous les riverains et de tous les habitants du quartier à des projets extrêmement variés. Mais l'idée par rapport à cette
à cette slide, c'est de se dire qu'aujourd'hui, effectivement, tester des usages avec les riverains ou avec les futurs usagers, ça permet de comprendre qu'est-ce qui va pouvoir être pérenne derrière. Et quand je disais qu'on avait une logique d'aménagement qui était différente aujourd'hui, on n'est plus sur la conception d'infrastructures a priori, on est plutôt aujourd'hui sur le test des usages qui va nous permettre de comprendre ensuite qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place de façon plus pérenne et comment on va pouvoir aménager cet espace pour qu'il réponde à tous. Et je pense que ça, c'est une vraie, depuis 15 ans, depuis toutes les expériences d'urbanisme transitoire, d'urbanisme éphémère, c'est une vraie prise en compte des usagers et des usages avant, finalement, l'aménagement définitif d'un espace. Sachant qu'en plus, et on le verra, mais enfin, la question, c'est comment un espace peut de toute façon devenir réversible et comment on ne fixe pas de façon forcément définitive des usages à long terme. Donc, en termes de conclusion pour cette première phase, là, pour cette première partie, je dirais que l'usager, effectivement, est au centre de la fabrique de l'espace, hein, et il est essentiel à la conception des lieux. Et c'est comme ça qu'effectivement, on arrive à des organisations et des processus, en tout cas, extrêmement différents en termes d'aménagement de l'espace, que l'espace public est le support essentiel de l'ensemble des dynamiques sociales traditionnelles et émergentes, c'est-à-dire que traditionnelles et émergentes, on voit bien que tout ce qui relève finalement de pratiques sociales un peu nouvelles, un peu innovantes, etc., ont tendance à se développer sur l'espace public. Et en tout cas, l'espace public leur permet une certaine visibilité et donc une certaine reconnaissance à terme qui finalement permet aussi de comprendre quelles sont les tendances de développement à l'œuvre dans les pratiques sociales. La souplesse, la flexibilité, l'adaptabilité, la modularité sont les maîtres mots de l'aménagement aujourd'hui. On n'est plus sur des espaces finalement trop figés dans leur aménagement. Et la question que je pose au final et qui est quand même, me semble extrêmement importante, c'est finalement aujourd'hui, on voit bien que l'usager a plus de possibilités d'action finalement dans l'espace public, mais il pourrait en avoir encore plus. Qu'est-ce qui va faire qu'on laisse encore plus de place aux initiatives citoyennes et qu'on, tout en encadrant effectivement quelquefois ces initiatives, on laisse chacun libre de participer finalement à la création et à la fabrication de ces espaces publics. Voilà, je m'arrête là dans un premier temps et puis après, si vous voulez qu'on continue, je vous présenterai un peu quelques résultats de notre recherche sur la ville confinée. Je vais vous raconter assez rapidement. En fait, je vous explique quand même le point de départ parce que c'est important. Le 17 mars donc 2020, on est confiné. Très vite, on est 5 sociologues à se dire que c'est une période complètement exceptionnelle et qu'on a très envie de mettre nos outils de sociologue à disposition, ne serait-ce que pour observer ce qu'on peut observer, puisqu'on était quand même confinés, voilà. Et donc, on a, comme protocole de recherche, on a mis en place des entretiens qualitatifs chaque semaine avec une quinzaine de personnes. Et puis, le recueil de journaux de bord, on a demandé à une trentaine de personnes de tenir leur journal de bord au quotidien. Et on a recueilli donc une trentaine de journaux de bord. Alors, tous en milieu urbain, un peu partout en France, et plutôt classe moyenne, hein, par rapport aux personnes qui ont participé à la recherche. Et donc là, on est en train de finaliser notre recherche. On a réalisé des podcasts à partir des journaux de bord. Et puis surtout, on a écrit des articles d'analyse à partir de ce qu'on a chacune observé. Alors, par rapport à la ville, quelle utilisation a été faite de l'espace public durant le confinement? En fait, on s'est retrouvé, voilà, la ville nous était confisquée puisqu'on était tous assignés à résidence. Et donc, tout ce qui fait la richesse urbaine et l'offre urbaine n'était plus accessible. Ça, c'était le premier point quand même. Le deuxième point, c'est que finalement, par rapport à l'heure qu'on avait disponible pour pouvoir sortir de chez soi, on a eu des pratiques urbaines complètement inédites, avec des sentiments très ambivalents, à la fois une peur
hein, la peur de l'autre, puisqu'il était potentiellement porteur du virus. Donc, avec des stratégies, des comportements en ville d'évitement assez impressionnants. On devait, vous souvenez-vous, faire la queue pour aller effectivement faire ses courses. On avait un temps très, très, très limité pour pouvoir se promener, faire du sport, etc., pour pouvoir prendre l'air. Donc, en termes de représentation, on était effectivement face à des villes mortes, pour le coup, en tout cas, Paris, il y a eu des problèmes d'insécurité plus ou moins avérés, mais un sentiment d'insécurité, effectivement, parce que des lieux totalement vides, euh, plus aucune cohésion. Enfin, pour le coup, quand on dit la ville est support de liens faibles, là, il y avait quasiment plus de liens du tout, quoi, finalement. L'autre était potentiellement un ennemi. Donc, on était dans un espèce de désert assez, assez angoissant, hein. Et qu'est-ce qui s'est développé de fait, puisqu'on avait, souvenez-vous, on avait 1 kilomètre, 1 heure par jour. Il s'est développé une pratique de l'hyper-proximité. Donc, chacun a investi le bas de chez soi, hein, que ce soit... alors, nous, on a travaillé plutôt sur des villes, mais tous ces espaces, tous ces interstices de la ville, que ce soit des espaces qui peuvent être des espaces privés, c'est-à-dire les cours d'immeubles, les paliers, les entrées, les parvis, mais tous les petits recoins de la ville ont été investis finalement pour pouvoir développer ce qu'on avait envie de développer à l'extérieur de son logement. Ça, c'était important, tous ces lieux finalement qu'on n'a pas l'habitude, en tout cas en tant que tel, d'investir. Et puis, ce qui a été très important également, c'est la recherche permanente des lieux de nature, où est-ce qu'on pouvait être en lien avec la nature en ville. Et donc, on a été dans une ville qui a été finalement extrêmement valorisée sur le plan sensoriel. C'est-à-dire qu'on a été à l'affût du moindre brin d'herbe, du moindre son d'oiseau, du moindre rayon de soleil, etc. En fait, il y a eu la grande ambivalence de cette période, ça a été cet emprisonnement à domicile avec la possibilité de vivre une ville extrêmement apaisée dont on savait qu'on n'aurait certainement plus jamais l'expérience de vivre la ville comme on la vivait à ce moment-là. On était à la fois empêché de la vivre et à la fois on avait une nouvelle opportunité de la vivre de manière totalement inédite. Donc on avait quand même enfin en tout cas c'est ce qu'on a pu analyser, c'est que les gens avaient cette conscience qu'on était dans une période totalement exceptionnelle et comme on avait tellement, tellement besoin de se rapprocher de toute façon à des éléments de nature, on a surinvesti finalement la vie sensorielle. Au moment du déconfinement, on a été dans une ville extrêmement conviviale et joyeuse. Alors, il y a eu la réorganisation, bien entendu, de toutes les voies par rapport aux mobilités douces et donc comment on s'est déplacé différemment. Mais surtout, ce qui a marqué beaucoup, beaucoup l'espace public, c'est l'extension des terrasses sur l'espace public. D'accord ? Ça a été un fait parce que finalement, ça a permis de reconfigurer un espace public via des initiatives privées, on est d'accord, mais avec une liberté créative et esthétique qui ont fait qu'on avait une ville qui a changé complètement de physionomie, puisqu'il y avait une variété de terrasses complètement impromptues, enfin des formes très, 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 très variées. On avait le sentiment d'une ville un peu, alors c'était fait de briques et de brocs, ce qui a été reproché par la suite d'ailleurs, c'est-à-dire qu'au moment de la question de la pérennisation de ces terrasses, il y a plein de gens qui se sont insurgés sur le brique et enfin, l'inesthétique de ces terrasses, alors que d'autres trouvaient ça extrêmement artisanal et créatif. Donc il y a eu effectivement à ce moment-là un peu des tiraillements finalement d'appréciation et de jugement de cette nouvelle physionomie de la ville. On a eu des rassemblements de fait qui ont été assez intéressants parce qu'on voyait bien, il y avait d'un côté l'extension des terrasses et puis à côté des groupes qui étaient présents. Et
une juxtaposition à la fois de consommateurs, de non-consommateurs, une plus grande ouverture, mixité, qui était assez joyeuse. Le moment du déconfinement, donc en juin-juillet 2020. Hein, on a eu, ce que je disais là, tous ces réaménagements temporaires de la voie publique pour favoriser les modes de déplacement doux, qui ont donc été, qui ont permis en tout cas de nouvelles formes de circulation dans la ville. Et ça, c'était assez, ça a été quand même relativement apprécié et assez intéressant par rapport à d'autres types de modes de circulation, mais d'autres usages qui ont pu se développer. Versus la question de la distanciation sociale et physique. Donc, tous ces nouveaux codes et ces nouveaux comportements avec lesquels on a dû apprendre à vivre, à la fois le port du masque, bien entendu, qui est aujourd'hui encore, qui est forcément une contrainte par rapport à la reconnaissance, à l'interconnaissance, le fait de ne plus avoir les mêmes codes de mise en relation, toutes les règles de distanciation sociale qui effectivement sont des contraintes fortes qu'on doit toujours aujourd'hui respecter. Ça a demandé finalement une réadaptation du comportement urbain. Plus ou moins partagé. C'est-à-dire que ce qu'on peut observer, c'est qu'on est quand même dans la ville de Foucault aujourd'hui, surveiller et punir, c'est-à-dire qu'on a les surveillants, les surveillés et des figures qui émergent en termes de... On a de fait, de façon générale, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'on a une acceptation assez massive des règles édictées, des règles de protection édictées, même s'il y a eu, bien entendu, des transgressions inévitables et évidentes, mais en tout cas, par rapport à nous, la population qu'on a étudiée, il y a eu des transgressions très à la marge, une acceptation effectivement assez totale des mesures sanitaires et une réadaptation, un réajustement de son comportement vis-à-vis des autres et de son comportement en ville. Donc, qu'est-ce qu'on en tire, nous, aujourd'hui, comme enseignement ? On se dit que l'urbanité, c'est-à-dire le fait de vivre ensemble en ville, ces règles de bienséance, finalement, qui fondent le socle de la vie urbaine, sont indissociables des interactions sociales physiques, et que ce rapport urbain, ce rapport à l'autre, ça fonde la civilisation urbaine, et sans ce rapport à l'autre, on ne peut pas faire société, même pas on ne peut pas faire de lien social, on ne peut pas faire société. Les conditions d'exercice des interactions sociales, c'est ce que je disais, c'est la confiance, et c'est l'organisation minimum de règles de vie pour vivre ensemble la ville, qu'on avait jusqu'à présent, qu'on a toujours, mais qu'on a dû effectivement redéfinir. Et en fait, nous, ce qu'on dit aujourd'hui en tant que sociologue, c'est surtout qu'on n'a pas eu la capacité de négocier ces nouvelles règles de comportement. Vous voyez, il y a eu, politiquement, on a été muselé depuis 2 ans, d'accord ? Donc, en fait, on a accepté de façon, on a été obligé d'accepter les nouveaux comportements liés aux mesures de protection sanitaire, mais à aucun moment on a pu négocier ces règles et ces nouveaux comportements. Donc, la question, elle est dans le rapport aux politiques, et finalement, quelle est aujourd'hui notre capacité de mobilisation quand on a été tellement, parce que 2 ans, ça commence à faire long, quand on a été tellement éloignés les uns des autres, comment on va pouvoir aujourd'hui se retrouver, se rassembler pour refaire politique ensemble. Voilà, c'est très rapidement, en fait, très rapidement, je vous donne des enseignements. On est en train de finaliser le site sur lequel on va livrer toutes nos analyses.
les podcasts, les articles d'analyse, le déroulement de la recherche, les journaux de bord, etc. Je le mettrai, enfin, je vous donnerai les références, il sera en ligne à la fin du mois. Et donc, ça nous permet de mettre en avant effectivement ces réflexions qu'on a eues et qu'on continue à avoir sur comment ensemble on continue à fabriquer la ville ensemble. Voilà. C'est assez rapide. Hein, on était 5 à travailler. On a travaillé sur le logement, sur les espaces résidentiels, sur le rapport à la ville, sur le rapport à l'espace public, sur les nouvelles règles de sociabilité. Et on se pose aujourd'hui forcément des questions sur les tendances émergentes et sur la manière dont on va pouvoir continuer à vivre ensemble.